parce qu'on a confondu normalisation et normativité. La normalisation, c'est le fait de normaliser les individus en leur imposant tous le même profil, le même cadre, les mêmes apprentissages. Ça, c'est de la normalisation. Dans toute éducation, il y a une part de normalisation, qui est l'apprentissage du langage et par exemple des manières sociales et des coutumes sociales. Mais la normalisation, les pédagogues s'en méfient un peu, parce qu'ils pensent que l'éducation n'est jamais seulement normalisation. Elle est toujours aussi émancipation, c'est-à-dire capacité donnée à l'autre de se dégager des normes qu'on lui a inculquées. Et donc les pédagogues ont insisté sur la normativité, qui est une autre manière de concevoir la norme. Quand on met des élèves au travail, il y a des normes. Mais ces normes ne sont pas normalisantes, c'est-à-dire elles ne viennent pas de l'extérieur pour contraindre artificiellement les sujets à épouser une forme qui a existé avant eux. Ces normes émanent de l'activité elle-même et des exigences de cette activité. Autrement dit, pour les pédagogues, le travail précède la norme. C'est dans le travail que la norme doit émerger, et c'est à travers la norme que l'on va former l'enfant à la vie sociale et à la liberté en même temps. Alors, il y a une vraie injustice à avoir accusé les pédagogues d'être tous des anarchistes, se mettant à plat ventre devant les enfants rois et leurs caprices et sacrifiant toute la culture. Moi-même, j'ai été très souvent accusé d'être quelqu'un qui liquidait la culture scolaire, alors que j'ai passé toute ma vie, au contraire, à chercher comment la transmettre. Mais je crois qu'un des grands malentendus vient du fait que pour ceux qui s'intitulent républicains, la transmission n'existe pas en dehors de la communication. Ils ne se posent pas la question de la transmission. Ils disent se poser la question de la transmission. En réalité, ils considèrent que la transmission se fait sur la théorie de l'empreinte, c'est-à-dire qu'il suffit de dire et que l'autre absorbe ou assimile. Ils ne comprennent pas que l'autre est un sujet, comme je le disais tout à l'heure, qu'il faut mettre en route ce sujet, qu'il faut créer des conditions et que ces conditions rendent possible la transmission. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que ceux qui s'intitulent républicains sont dans la pensée magique, c'est-à-dire ils estiment qu'il suffit de décréter que l'élève doit apprendre pour qu'il apprenne, il suffit de décréter que l'élève n'a plus d'affectivité pour qu'il entre dans les mathématiques, il suffit de décréter que les choses doivent l'intéresser pour que ça l'intéresse. Les pédagogues, eux, savent qu'on ne peut pas décréter l'éducation, que l'éducation, ça se construit, que c'est un travail lent, progressif, et que c'est un travail qui doit s'inscrire dans un accompagnement de la personne. Alors, quand, avec Michel Dévelay, nous avons écrit le livre « Émile revient vite, ils sont devenus fous », c'était évidemment un appel à Rousseau, et un appel à Rousseau qui a été un des premiers à dire que précisément l'éducation n'était pas la fabrication. Éduquer un sujet, ça n'est pas fabriquer un individu, prototype sur un modèle existant à l'avance, c'est lui transmettre des connaissances de manière complexe, dans des situations élaborées, et c'est lui donner les pouvoirs de subvertir lui-même les connaissances qu'on lui a transmises. Una cosa que hemos conversado varias veces con Marcela y con muchos otros colegas que nos llama profundamente la atención, que nos impacta de tus textos, es el modo en que los escribís, el uso, el recurso a metáforas, imágenes, a literatura, a cine, bueno. Y también, claro, la escritura en diarios, tu web, etcétera. La pregunta para nosotras sería, ¿para quién escribís? ¿A quién se dirige esta manera de construir lo que tenés para decir? En tant qu'universitaire, et quand j'ai écrit ma thèse, j'ai d'abord écrit pour mes pairs, PAIRS, c'est-à-dire pour les autres universitaires. Et je crois que l'universitaire a à produire évidemment des travaux universitaires qui sont soumis à nos pairs qui vont les falsifier, comme on dit, c'est-à-dire vérifier si ce sont des travaux qui tiennent la route ou si au contraire ils doivent être discutés, voire invalidés.
Mais moi, j'ai toujours considéré que l'universitaire ne devait pas écrire que pour les universitaires. Je pense que l'universitaire a un devoir dans la cité. Et que ce devoir dans la cité, c'est d'écrire aussi pour les praticiens, mais c'est d'écrire également pour le grand public, pour lesquels la question éducative est une question importante. Donc, à côté de mes travaux scientifiques attestés, j'ai écrit pour les professeurs, j'ai écrit pour les formateurs, et puis j'ai écrit aussi pour les parents. Et j'ai même écrit pour les élèves, puisque j'ai écrit des histoires, des livres pour enfants, parce que j'estime qu'il y a des choses à transmettre et qu'on peut les transmettre à différents niveaux d'âge, de préoccupation et de complexité. Ça ne veut pas dire que c'est moins exigeant. Et je voudrais dire quelque chose que beaucoup de collègues universitaires ont du mal à entendre, c'est qu'il est aussi difficile de faire de la bonne vulgarisation. Il est plus difficile d'écrire pour des adolescents, voire pour des enfants, sur des questions importantes, que d'écrire pour des pairs, pour des autres universitaires. Ça demande un vrai travail, et il faut le faire avec beaucoup d'exigence, et d'exigence de qualité. Je pense que les universitaires ne peuvent pas se contenter d'écrire pour leurs pairs et critiquer ensuite le fait que la population n'est pas informée des questions ou le fait que les gens ne sont pas suffisamment sensibilisés aux problèmes de fond. Donc moi, je me suis toujours préoccupé de cela avec évidemment un axe prioritaire que sont mes collègues enseignants. Et je dis mes collègues enseignants parce que moi, je me considère d'abord comme un enseignant. Je suis un enseignant parce que je suis animé par le désir de convaincre et de transmettre, le désir de convaincre plutôt que de vaincre. L'enseignant, c'est celui qui convainc plutôt que de vaincre, le désir de faire partager la joie de comprendre. Et je sais que les enseignants sont, pour l'immense majorité comme moi, qu'ils désirent faire partager la joie de comprendre. Je sais aussi que beaucoup d'enseignants sont parfois en difficulté, sont parfois découragés, sont parfois en désarroi parce qu'ils n'ont pas les outils pour comprendre les situations qu'ils vivent, et je crois qu'il faut, si nous en avons les moyens, leur fournir un certain nombre de textes qui leur permettent d'accéder à l'intelligibilité des situations éducatives. Les situations éducatives sont complexes, elles font rentrer beaucoup de paramètres en jeu. Une classe, c'est beaucoup de choses. Il y a des élèves, mais ces élèves, ils ont une famille, ils regardent la télévision, ils ont une influence, ils ont un quartier. Il y a un professeur qui lui-même a une histoire. Il y a des savoirs à transmettre qui sont inscrits dans des programmes, qui eux-mêmes sont inscrits dans une culture. Tout ça se fait dans une institution qui elle-même a ses règles et ses contraintes. Une situation de classe, c'est complexe. C'est tellement complexe que parfois ça n'est pas lisible. C'est-à-dire que ça apparaît à un praticien comme une espèce de chaos, d'où la seule chose qu'on puisse faire, c'est tirer son épingle du jeu le moins mal possible, se débrouiller comme on peut. Eh bien, le chercheur en pédagogie, c'est celui qui donne les clés pour que dans ce chaos, on puisse comprendre un peu ce qui se passe. S'il y a un élève qui ne comprend pas, on peut comprendre qu'il ne comprenne pas. Et comprendre quand l'autre ne comprend pas, c'est déjà beaucoup. Et c'est déjà le début, me semble-t-il, de la véritable pédagogie. Alors, le chercheur que je suis, dès lors qu'il travaille dans une équipe avec d'autres chercheurs à élaborer des outils de compréhension de la réalité, des outils d'intelligibilité de la réalité, eh bien, je crois qu'il aide ses collègues à ne pas se trouver submergés par un univers qui les dépasse, mais au contraire, il les aide à pouvoir maîtriser les situations qui les dépassent et à être plus actifs et plus acteurs dans leur métier. Quisiéramos charlar un rato sobre la formación docente, un tema sobre el cual desde muchísimos lugares te has ocupado. Hay un discurso público nostálgico, tanto en Argentina como en Francia, como en muchos lugares, que construye un lugar para la formación docente como si toda formación pasada fue mejor. Entonces, lo que nos interesaría conversar con vos es si la formación docente debe ser pensada a partir de ese modelo
construido en el pasado o cómo pensarla, cómo es tocada, transformada por las transformaciones contemporáneas. La formation des enseignants est une problématique assez nouvelle. C'est une problématique assez nouvelle qui est liée, me semble-t-il, essentiellement au désir de démocratiser l'accès au savoir. Parce que tant que nos sociétés se contentaient de faire réussir 10%, 15% ou 20% des élèves, on pouvait avoir des enseignants qui fonctionnaient avec leurs élèves à la complicité culturelle. Ils étaient issus à peu près du même milieu, de la même histoire. Les élèves étaient déjà presque formés au moment où ils arrivaient devant eux. Les élèves avaient presque trouvé leur panoplie d'élèves au pied de leur berceau. Et leur enseigner, je ne dis pas que c'était facile, mais leur enseigner nécessitait plus une compréhension de leur culture qu'une véritable formation pédagogique. Ce qui renouvelle radicalement la problématique de la formation des enseignants, c'est la démocratisation des systèmes éducatifs. C'est le désir qu'a une société de faire en sorte que le savoir ne soit pas réservé à une petite élite, mais de faire en sorte que ce savoir soit véritablement accessible à tous. Parce que si on veut que le savoir soit accessible à tous, même à ceux qui ne sont pas socialement privilégiés, même à ceux qui ne maîtrisent pas bien le langage, même à ceux qui n'ont pas construit dans leur enfance, dans les interactions sociales, leur catégorie mentale. Bon. Si on veut que le savoir soit accessible à tout le monde, eh bien, il est indispensable de développer une pédagogie particulière, une pédagogie adaptée, une pédagogie qui ne se contente pas de regarder réussir ceux qui sont voués à réussir et de regarder échouer les autres. Et donc la formation des enseignants est nécessaire au regard de l'exigence même de démocratisation, parce qu'elle est ce qui permet de démocratiser. Alors, le contexte a changé. Je dois dire aussi que le public a changé. Les élèves ne sont pas ceux d'il y a 20 ans, ce ne sont même pas ceux d'il y a 10 ans, ce ne sont même pas ceux d'il y a 5 ans. Aujourd'hui, il y a des phénomènes que j'étudie et qui sont pour moi extrêmement importants à prendre en compte, qui relèvent de ce que j'appelle l'impact des psychopouvoirs, c'est-à-dire de toute une série de médias, bien sûr la télévision, mais aussi Internet, mais le téléphone portable, l'ensemble des écrans, etc., qui, me semble-t-il, change radicalement la manière de penser, la manière de voir et les capacités mentales de nos élèves. Par exemple, j'ai moi-même étudié l'impact de ces nouveaux médias sur les capacités d'attention. Et j'ai pu montrer qu'un élève aujourd'hui en Europe avait vu ses capacités d'attention diminuer des 2/3 en 50 ans. C'est-à-dire que là où il y a 50 ans, un élève pouvait être attentif pendant 15 minutes, il ne peut être attentif que pendant 5 minutes aujourd'hui. C'est-à-dire que l'accélération dans laquelle nous sommes, l'espèce de rapidité permanente, de culte de l'immédiateté, il faut répondre tout de suite, ce qu'on appelle le zapping. Tout cela amène les élèves à avoir beaucoup plus de mal à faire ce qu'un philosophe que j'aime bien appelle l'inversion de la dispersion, c'est-à-dire à se centrer sur le travail intellectuel. Je vais dire une chose qui aujourd'hui est pour moi tout à fait fondamentale. Je pense que un certain type de développement libéral des industries de programmes et de médias a pour objectif implicite ou explicite d'empêcher de penser. Empêcher de penser.
empêcher de penser en obligeant de réagir tout de suite, empêcher de penser en obligeant à rentrer dans des clichés préfabriqués, empêcher de penser en disant en permanence à la personne consomme, fais ton caprice, achète, et tu dois acheter le plus possible parce que c'est cet achat qui constitue ton identité. Tout cela va vers un espèce d'empêchement de pensée qu'on voit bien présent chez nos élèves et qui impose à l'école de se restructurer autour de cette fonction essentielle qui est l'émergence de la pensée. Et je crois qu'aujourd'hui, l'école doit être d'abord organisée comme un lieu où l'on peut, où l'on a le temps et où l'on a les moyens de penser. Avant même d'être un lieu, ou en même temps qu'on est un lieu de transmission des savoirs, l'école est un lieu où on pense. C'est donc un lieu dans un monde d'accélération, de décélération. C'est donc un lieu dans un monde d'immédiateté, de réflexion. C'est donc un lieu dans un monde où on court tout le temps, c'est donc un lieu où on prend le temps. Et je crois que les enseignants ont besoin, en particulier dans un pays comme la France, de comprendre les exigences nouvelles que la modernité impose aux professeurs. Il y a des exigences nouvelles. Les élèves que nous avons aujourd'hui ne sont pas plus mauvais que ceux d'hier. Ils n'ont pas un moins bon niveau, mais ils vivent dans un univers surchauffé, dans un monde en ébullition. Et dans ce monde en ébullition, il faut construire des espaces où on apprend à réfléchir et à penser. Prenons l'exemple d'Internet. Internet amène aux élèves une quantité d'informations absolument fabuleuses. Mais toutes ces informations, elles arrivent sans être hiérarchisées. Et la première qui vient est la bonne. On tape sur un moteur de recherche et on prend le numéro 1. Eh bien non, c'est pas forcément le numéro 1 qu'il faut prendre, c'est peut-être le 2, le 4, le 10, le 20, et peut-être que la bonne information, elle est au bout de 4 ou 5 pages. Et donc ça, il faut qu'on l'apprenne aux élèves. Il faut qu'on l'apprenne aux élèves, ne pas se précipiter, ne pas répondre tout de suite, penser, réfléchir, se donner le temps de penser et réfléchir. Et je crois que les enseignants ont besoin d'être formés parce que justement, l'école a changé, qu'elle se veut démocratique, et parce que justement les élèves ont changé et que le contexte social a changé. Et que ce contexte social appelle encore plus de pédagogie que l'école d'il y a 20 ans, que l'école d'il y a 30 ans ou d'il y a 50 ans, et que cette pédagogie doit véritablement être prise en compte dans la formation des enseignants. Siguiendo alrededor de la cuestión de la formación docente, ahí en Cartas a un joven profesor hay un recuerdo tuyo muy precioso acerca de que te llevaba y que te sostenía como profesor. Algo de eso nos contaste recién acerca de la voluntad de no convertir el encuentro con el saber en una cosa cerrada para pocos y por el contrario luchar contra las fatalidades psicológicas, sociológicas y de todo tipo. La pregunta sería, ¿cómo pensar o qué pensar en la formación que tiene que tener un profesor hoy? ¿Qué de esto, de este entusiasmo, de esto que vos contás, puede ser formable? ¿Qué es lo que tiene que contemplar la formación docente para poder dar cuenta de esto? Je crois que dans la formation d'un professeur, il y a deux volets. Il y a un volet que j'appellerais technique, ce qui relève des compétences. Être enseignant, c'est être comme boulanger, ou technicien audiovisuel, ou ingénieur, c'est savoir faire un certain nombre de choses. Le professeur doit savoir préparer son cours, choisir les documents, évaluer les élèves, punir à bon escient et d'une manière humaine, etc. Ce sont des compétences. Et je pense qu'il faut former ces compétences. Il faut donc les identifier et les former. Mais un métier ne se réduit jamais à la somme des compétences nécessaires pour l'exercer. C'est-à-dire qu'il faut des compétences pour être professeur, comme il faut des compétences pour être boulanger, mais le professeur n'est pas simplement celui
qui sait faire chacune des activités que constitue son métier. Pour moi, le professeur est quelqu'un qui porte une éthique. C'est quelqu'un qui porte un projet. Et ce projet, c'est quelque chose que j'ai développé très tôt dans mes travaux, tourne autour de ce que j'appelle l'éducabilité des élèves. Je pense qu'un professeur est quelqu'un qui a la conviction chevillée au corps que tout élève est éducable. C'est-à-dire qu'aucun élève ne doit être laissé au bord du chemin et que si un élève échoue, ça n'est pas parce qu'il est bête, c'est peut-être parce que je m'y suis mal pris. Alors, quand je dis ça, je sais que beaucoup de professeurs peuvent réagir en disant « mais c'est pas vrai, y a des élèves qui sont moins intelligents que d'autres ». Peut-être, mais nous devons faire comme si tout le monde pouvait réussir. Parce que c'est ce qui est le moteur de notre activité intellectuelle. C'est le foyer mythologique et c'est ce qui est, au fond, l'axe heuristique du métier. C'est ce qui nous fait travailler, ce qui nous fait chercher. Dès lors qu'on commence à dire « il échoue parce qu'il n'est pas fait pour ça », eh bien on s'arrête, on ne cherche plus comment faire réussir. Et moi, ce qui m'a intéressé dans mon travail de chercheur, c'est d'où vient l'inventivité pédagogique. D'où vient que des pédagogues ont inventé des méthodes originales. D'où vient que Makarenko, que Kortchak, que Jean-Baptiste de La Salle ou que Célestin Freinet ont inventé des méthodes pédagogiques. Eh bien, ils ont inventé des méthodes pédagogiques parce que ils ont décidé un jour que des élèves qui étaient réputés inéducables pouvaient être éduqués. Et ils se sont dit, je vais y arriver, inventons quelque chose. On voit même que dans la plupart des cas, les méthodes pédagogiques nouvelles qui ont été ensuite utilisées avec tous les élèves et dans le système éducatif dans son ensemble, dans la majorité des cas, elles ont été découvertes avec des enfants anormaux, avec des enfants asociaux, avec des enfants dont tout le monde désespérait. Les deux plus beaux exemples, ce que j'ai le plus étudié dans mon travail, sont deux exemples presque concomitants, sont deux exemples du XVIIIe siècle. C'est Itard, ce docteur qui a recueilli Victor de l'Aveyron, l'enfant sauvage, le film qui a été ensuite fait par François Truffaut en témoigne. Itard qui recueille un enfant dont tout le monde dit que c'est un débile et qui va dire « je vais lui apprendre à lire ». Je vais l'éduquer quand même. Alors, Itard ne va pas y arriver à apprendre à lire à Victor. Il n'y arrivera pas. Mais néanmoins, Itard va beaucoup faire progresser Victor. Et au passage, Itard va découvrir la quasi-totalité des outils pédagogiques qui sont utilisés aujourd'hui dans les petites classes. D'ailleurs, Maria Montessori dit elle-même que l'essentiel des outils pédagogiques qu'elle utilise ont été inventés par Itard. Le puzzle a été inventé par Itard. La boîte aux lettres dans laquelle il y a des étoiles, des lunes, des carrés que les enfants mettent dedans a été inventée par Itard. Le petit établi a été inventé par Itard. Itard a inventé un nombre considérable de choses parce qu'il voulait que Victor apprenne. Et c'est cette volonté que Victor apprenne qui a fait que Itard a inventé cela. Et puis un deuxième héros de l'éducabilité, à peu près à la même époque, c'est Pestalozzi en Suisse, qui lui est allé tenter d'éduquer des enfants réputés inéducables, dont les parents avaient été massacrés d'ailleurs, et qui étaient dans un état de dénuement absolument extrême, qui étaient agressifs, etc. Personne ne voulait s'occuper de ses enfants, il a dit oui, je vais m'en occuper de ces enfants. Et là, il a inventé une méthode d'apprentissage de l'écriture et de la lecture, qui a été absolument fabuleuse, et qui a été utilisée pendant plusieurs siècles. Et nous avons là deux beaux exemples, avec Itard et Pestalozzi, de ce qui constitue le cœur du métier d'enseignant, c'est-à-dire cet axe éthique de l'éducabilité. Alors j'ajoute que dans ma carrière, dans ma vie, il m'est arrivé, je crois, d'être tellement fasciné, d'être tellement fixé sur le principe d'éducabilité que probablement je l'ai poussé un peu trop à fond. Et en particulier, je n'ai pas toujours été assez conscient qu'au nom de l'éducabilité, on ne peut pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas, par exemple, au nom du fait que tous les êtres sont éducables, les mettre sous électrode pour leur faire apprendre plus vite les mathématiques. Et que le principe d'éducabilité doit être
en permanence associé au respect de la liberté de l'autre, et que cette dialectique entre l'éducabilité de tous et le respect de la liberté de l'autre, elle est au cœur du métier d'enseignant. Alors, elle s'éprouve, elle se travaille, et elle fait partie de cette formation qui doit compléter la formation technique sur les compétences. Donc pour me résumer, je crois qu'aujourd'hui la formation des enseignants doit comporter une partie de formation de compétences techniques très élaborée, pédagogique et didactique, et qu'elle doit comporter une partie réflexive, une partie qui porte sur l'éthique, une partie qui porte sur les comportements quotidiens, sur les postures, sur ce qui fait que l'élève se sent à la fois encouragé et respecté. Encouragé et respecté. Pero, Philippe, ¿cuál es la relación entre educabilidad, como vos la definís, y libertad? Je crois que le principe d'éducabilité et le principe de liberté sont deux principes qui sont à la fois nécessaires et contradictoires, mais qui doivent être tenus tous les deux en même temps parce qu'ils constituent le couple fondateur du métier. Je ne peux pas éduquer sans postuler l'éducabilité de l'élève. Mais je ne peux pas faire de l'éducabilité du dressage. Donc je suis obligé de postuler la liberté de l'élève. Mais je ne peux pas faire de la liberté du vide. Donc il faut que cette liberté soit nourrie de quelque chose. Et je crois que cette ligne de passage qui rend compatible l'éducabilité et la liberté, c'est le métier d'éducateur. Et je milite beaucoup pour ma part pour que la formation des enseignants et des éducateurs comporte l'étude des grands textes de l'éducation, des grands textes historiques, parce que c'est dans la fréquentation de ces textes historiques, qu'ils viennent de Janusz Korczak ou de Pestalozzi, que les éducateurs d'aujourd'hui trouveront comment d'autres ont réussi à rendre compatibles ces deux principes, et c'est ainsi que je crois, eux réussiront aussi à rendre compatibles ces deux principes sans mimer d'une manière aveugle les principes du passé, mais en les intériorisant. Un enseignant, c'est un être humain qui porte des valeurs, c'est pas seulement un professionnel qui porte des compétences. Et il ne faut pas nier cette dimension-là, en particulier dans une démocratie. Dans une démocratie, l'éducabilité de tous et la liberté de chacun sont des valeurs fondamentales, et le professeur en est le garant. La última cuestión es, en el último tiempo vos has pasado a ocupar un lugar como